Je trouve cela assez regrettable qu'au moment que je m'apprête à donner la réplique au leader de l'opposition, il brille par son absence. Monsieur le député Speaker, ce budget est à la fois courageux et responsable. Ah, merci de venir, monsieur le leader de l'opposition. Courageux. Je disais donc que ce budget est à la fois courageux et responsable. Courageux quand ce gouvernement réforme le système de la pension de retraite qui n'est plus viable, et même s'il s'agit d'une mesure impopulaire. Courageux car il est tourné vers l'avenir en investissant dans l'innovation, l'intelligence artificielle, l'économie bleue et les énergies renouvelables, tout en jetant les bases d'une île Maurice plus productive, plus résiliente et plus inclusive. Responsable car des mesures ciblées sont mises en œuvre sans augmenter la TVA, sans augmenter l'impôt, sans augmenter l'income tax ou le corporate tax. Responsable aussi car malgré un contexte économique international difficile et des plus incertains, le Premier ministre a su contenir le déficit budgétaire à 3,7% du PIB et continue à réduire la dette publique. C'est un budget qui restaure la discipline fiscale tout en préparant Maurice aux opportunités de demain. Monsieur le député Speaker, ce n'est pas possible pour moi de répondre à tous les points du leader de l'opposition dans le temps qui m'a été imparti et je laisserai donc le soin aux différents ministres et autres parlementaires de lui répondre. Cependant, il est important que je revienne sur la réforme du système de pension, car malgré la déclaration on ne peut plus claire du Premier ministre ce matin que la pension ne sera plus means-tested, le leader de l'opposition n'a pas revu sa copie. Revenons sur les raisons pour lesquelles on doit réformer notre système de pension, qui nous attire la foudre d'une partie de la population. Parce que, monsieur le député Speaker, le paiement de la Basic Retirement Pension, BRP, ou pension de vieillesse à partir de 60 ans, représentait 25% du budget de l'État. Et comme nous avons une population vieillissante, ce montant devrait s'accroître davantage chaque année. Si chaque année on doit dépenser plus sur la pension de vieillesse, cela veut dire que chaque année, on devra dépenser moins sur les autres items du budget, c'est-à-dire moins pour l'achat des médicaments, moins sur l'éducation de nos enfants, moins sur la construction des logements sociaux, moins sur la construction des drains, moins sur l'amélioration des infrastructures publiques, sur l'énergie renouvelable, sur l'environnement et sur toute autre dépense de l'État. Il faut bien comprendre cela, monsieur le député Speaker, car nos ressources sont malheureusement pas illimitées. Et en conséquence, dépenser plus sur un item budgétaire nécessairement équivaut à dépenser moins sur un autre item budgétaire. Et puis se pose la question de comment financer le paiement de la pension. C'est la population, au final, qui passe à la caisse et qui paye les pensions à travers la taxe. Et c'est surtout ceux qui travaillent qui payent le plus pour financer le paiement de la pension. Comme l'a souligné le Premier ministre dans son intervention, en 1962, la pension d'un retraité était partagée entre 16 personnes. Aujourd'hui, il est partagé entre 4,7 personnes et en 2049, en 3 personnes seulement. En d'autres mots, si notre système de pension n'est pas revu, dans les années à venir, nous et nos enfants devront travailler plus dur et payer plus de taxes pour payer la pension de vieillesse. Et emprunter pour financer le paiement de cette pension, comme l'a indécemment fait le précédent gouvernement, n'est pas une solution. Bien au contraire, cela empire les choses considérablement, car en plus d'avoir à payer plus de taxes pour rembourser la dette, nous et nos enfants devront aussi payer davantage de taxes pour rembourser les intérêts sur ces emprunts. Et aujourd'hui, on doit payer
26,9 milliards de roupies chaque année que sous l'item des intérêts. 26,9 milliards de roupies. Plus que le budget de l'éducation, plus que le budget de la santé, plus que le budget du logement. Donc, on fait quoi? On augmente la taxe, on augmente la TVA, on augmente l'income tax, on augmente le corporate tax, on fait comme le gouvernement MSM, après moi le déluge, je dépense, les autres vont devoir rembourser. Est-ce qu'on a le droit moral, Monsieur le Deputy Speaker, en tant que gouvernement, d'hypothéquer l'avenir de nos enfants et de leur imposer le fardeau de payer plus de taxes à l'avenir pour un système de pension que tout le monde sait n'est plus soutenable dans la durée? Nous avons eu le courage d'assumer nos responsabilités. Monsieur le Deputy Speaker, comme annoncé l'année dernière, une commission d'experts indépendants a été mise en place pour réexaminer l'ensemble du système de retraite, y compris le National Pension Fund. Le mandat de cette commission a été défini en concertation avec le FMI et la Banque mondiale. La commission a présenté un rapport intérimaire, pas final. Et il y a plusieurs mesures très intéressantes dans ce rapport. La première, c'est la mise en place d'un nouveau Pension Regulatory Authority, qui sera mandaté d'établir notre politique en matière de pension. Personnellement, je trouve cela salutaire. Laissons aux experts le soin de conseiller le gouvernement sur tout ce qui touche à la pension. Mais ce n'est pas, paraît-il, au goût du leader de l'opposition. Deuxièmement, mise en place d'un Central Pension Administration Bureau pour gérer tous les différents fonds de pension de l'État et répondre aux attentes des bénéficiaires. Là aussi, une mesure qui va là dans la bonne direction parce qu'il améliore la gestion des fonds de pension. Troisièmement, la possibilité, et ça c'est très innovatrice, la possibilité pour une personne de percevoir une pension réduite à partir de 60 ans. Tout comme la possibilité pour une personne de décider de toucher une pension plus élevée après 65 ans. Pour moi, c'est l'aspect le plus innovateur des recommandations faites par la Commission. Parce que la plus grande critique qu'on a reçue l'année dernière, c'est que les gens qui ne pouvaient pas travailler, qui n'avaient pas les moyens nécessaires, ne touchaient pas de pension à l'âge de 60 ans. Malgré le fait que l'année dernière, on est venu avec un Income Support Scheme pour aider les plus vulnérables en leur donnant 10 000 roupies par mois, cette décision, on a voulu l'améliorer. Et la commission d'experts nous donne une possibilité de l'améliorer en donnant à le pensionnaire de choisir quand il veut prendre sa retraite. Et ce n'est pas nouveau. Quand vous allez dans tous les pensions, des systèmes de pension privés, on a toujours l'élément de early retirement. On peut toujours prendre un reduced pension si on décide de prendre sa retraite avant l'âge de la retraite et commencer à percevoir nos revenus des fonds de pension. Donc c'est la même logique qui a été appliquée pour le système universel de pension. Donc moi je trouve cela très innovatif et ça va permettre aux gens à partir de 60 ans d'avoir une pension, bien que réduite par rapport à la pension qu'ils toucheraient à 65 ans, et ça permet aux gens qui décident de ne pas toucher leur pension à 65 ans, de toucher à 70 ans et d'avoir une pension encore plus élevée. La nouvelle National Pension and Provident Fund, qui remplacera l'ancien National Pension Fund, revu et amélioré, permettra aux employés d'avoir une retraite décente et adéquate. Les self-employed, travailleurs indépendants, ceux qui travaillent à leur propre compte, les travailleurs étrangers et même les étudiants pourront bénéficier de cette protection sociale. Là aussi, une mesure très innovante, une mesure qui mérite à être étudiée. Finalement, les ministres, junior ministers et députés percevront leur pension à partir de l'âge de 65 ans, au lieu à la fin des 2 mandats, comme c'est le cas aujourd'hui. Et la révision du montant de leur pension dépendra du montant qu'ils ont contribué. On est en train de remplacer un système de defined benefit
par Defined Contributory. Mais je dois comprendre que là aussi, le leader de l'opinion n'est pas satisfait parce qu'il a dit non, non, non à toutes les réformes proposées. Mais moi, ce que je demande maintenant aux leaders de l'opposition, nous, parlementaires élus en 2024, nous donnons l'exemple. Nous allons accepter de prendre notre pension à l'âge de 65 ans, en solidarité avec tous les autres Mauriciens. Est-ce qu'il va demander à son parti de faire le même? Ceux qui touchent en ce moment leur pension après 2 termes, 2 mandats, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans, est-ce qu'ils vont donner l'exemple et être solidaires avec la population et refuser de prendre leur pension jusqu'à l'âge de 65 ans? Donc, Monsieur le député Speaker, Sir, la plupart des recommandations de la commission d'experts sont très raisonnables et tout à fait louables. Mais il y avait une recommandation qui a fait l'objet de critiques et c'était prévisible. Cela concerne l'adoption d'un Means Tested System pour la pension de vieillesse afin de garantir que les ressources publiques soient ciblées pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Et ce matin, nous avons rencontré le Premier ministre et les cadres de son ministère. Après discussion, le Premier ministre a décidé de ne pas aller de l'avant avec cet aspect du means testing, malgré le fait que cela va forcément impacter sur le déficit budgétaire et la dette publique. Je salue la décision du Premier ministre qui a écouté la voix du peuple et a pris la décision qui s'impose. Mais il semblerait, à voir la réaction de certains dans les bancs de l'opposition, que certains membres soient déçus par ce tournant des événements. Monsieur le député Speaker, avec votre permission, je voudrais maintenant vous parler des quelques mesures qui relèvent de mon ministère, le ministère du Travail et des Relations industrielles. Première mesure positive, l'augmentation du congé de maternité à 12 mois, dont les 6 premiers mois seront entièrement rémunérés et les 6 mois suivants peuvent être pris au choix de la mère à mi-salaire. Nous avons un faible taux de natalité. C'est une des raisons pourquoi on a une population vieillissante. C'est une des raisons pourquoi on a ce problème de pension, parce qu'on n'a pas assez de nouveau-nés. Les couples font de moins en moins d'enfants. Et une des raisons du faible taux de natalité est que les parents n'ont pas suffisamment de temps pour passer avec leurs enfants ayant leurs obligations professionnelles. Augmenter le congé de maternité et de paternité est un moyen d'encourager les couples à avoir plus d'enfants. C'est une mesure guidée par l'intérêt supérieur de l'enfant. Il s'agit d'un investissement dans la première année de vie d'un enfant et vise surtout à soutenir les femmes qui sont souvent confrontées au stress post-partum lié à un retour précoce au travail. L'Organisation mondiale de la santé recommande l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de vie, puis la poursuite de l'allaitement par la suite. De nombreuses études internationales ont montré qu'un congé de maternité plus long contribue à un meilleur développement des enfants. C'est pourquoi le gouvernement a choisi d'accorder aux mères 6 mois de congé de maternité entièrement rémunérés, suivis de 6 mois supplémentaires pouvant être pris au choix de la mère à mi-salaire. L'augmentation du congé de paternité de 4 à 6 semaines est tout aussi justifiée car l'enfant a aussi besoin de la présence de son papa, surtout durant les premiers jours. Et quel meilleur cadeau pour la fête des pères qu'annoncer une telle mesure au nouveau père. Je suis pleinement conscient que l'augmentation de congés de maternité pourrait décourager les employeurs à recruter les femmes. Mais le Workers' Rights Act et l'Equal Opportunities Act contiennent déjà des dispositions pour qu'il n'y ait pas de discrimination envers les femmes dans le recrutement et l'exercice de promotion. Mais au-delà de ces garde-fous, je pense sincèrement que le fait que les 6 mois de congé
soit à mi-salaire, devait servir d'incitation aux employeurs de revoir la structure de leurs entreprises pour favoriser le work from home et le flexi-time. Il sera probablement dans l'avantage de l'entreprise de laisser la mère travailler de chez elle en lui garantissant un salaire entier ou la permettant de venir à un flexi-time, peut-être 4 fois par semaine ou 3 fois par semaine, au lieu de la laisser rester à la maison et percevoir un salaire en demi-salaire. Autre mesure annoncée à la page 25 de l'annexe du budget est la mise en place d'un congé payé par mois au titre de congé menstruel. Aujourd'hui, les femmes qui travaillent bénéficient du même nombre de congés maladie que leurs collègues hommes, soit 15 jours par an. Mais nous savons tous que certaines femmes ont des douleurs intenses pendant leur menstruation qui les empêchent de travailler et les forcent à s'abstenir chaque mois. Au Japon, le droit au congé menstruel est inscrit dans la loi depuis, tenez-vous bien, 1947. La loi permet aux femmes de s'absenter de leur travail si elles souffrent de règles douloureuses. Initiative suivie par l'Indonésie en 1948, la Corée du Sud en 2001, Taïwan en 2013 ou encore la Zambie en 2015. En février 2023, l'Espagne est le premier pays en Europe à avoir adopté une loi créant le congé mensuel. Fait intéressant, Monsieur le Deputy Speaker, Sir, en Corée du Sud, la Cour a statué dans un cas qui concernait l'ex-CEO d'Asiana Airlines, condamné pour avoir systématiquement refusé d'accorder des congés mensuels au personnel de cabine. Et je cite, « Requiring proof of the existence of menstrual symptoms when requesting menstrual leave excessively infringes on the privacy and human rights of the workers and may discourage requests, rendering the system ineffective. » J'espère qu'une approche similaire sera appliquée à Maurice concernant les congés mensuels. Autre mesure qui a fait plaisir aux travailleurs, c'est bien la décision de décréter lundi suivant comme férié au cas où un congé public tomberait un dimanche. Et je suis sûr que le leader de l'opposition, c'est, comme tous les autres membres de cette Chambre et la population, que chaque année, il y a une liste de congés publics qui est publiée et gazetted. Donc, si, ce n'est pas n'importe quel congé public, ce n'est pas n'importe quel congé, quelle fête qui tombe un dimanche, comme la fête de Pâques ou n'importe quelle fête qui tombe un dimanche, que nécessairement le lundi suivant doit être férié. C'est seulement si un congé public tombe un dimanche que le lundi suivant sera un congé, sera férié, et c'est une avancée pour les travailleurs. Monsieur le Deputy Speaker, Sir, durant l'année écoulée, mon ministère a renforcé les systèmes et contrôles internes et a modernisé nos processus afin de garantir un service plus efficace et plus réactif. Nous avons le Labour Division Management Information System est entré en opération et les plaintes peuvent maintenant être enregistrées et suivies en ligne. Cela va réduire considérablement les délais dans le traitement des dossiers. Mon ministère a organisé l'année dernière les assises du travail et depuis le mois dernier, on a reconstitué le National Tripartite Council et sa première réunion a été tenue le mois dernier. Comme je l'avais annoncé l'année dernière, nous n'allons pas suivre ce qui a été fait par le précédent gouvernement et d'introduire des réformes aux lois du travail dans le Finance Bill. Au contraire, après consultation à travers le National Tripartite Council, on va venir avec un projet de loi qui sera débattu devant cette Chambre sur tous les aspects du droit du travail. On m'a posé beaucoup de questions, il m'a posé aussi la question au ministre Soubron, qu'est-ce qui va arriver à la proposition de la semaine de 40 heures prévue
dans notre programme gouvernemental. Cette question a été traitée au niveau du National Tripartite Council et je dois dire que je remercie le ministère des Finances qui nous a donné une dotation budgétaire cette année pour faire une étude approfondie sur l'impact d'une telle mesure et les secteurs et entreprises qui devront être exonérés de cette mesure de 40 heures. Mais cela ne remet nullement en question notre décision que durant notre mandat, on va venir de l'avant avec cette mesure pour instaurer la semaine des 40 heures. Au niveau de... On n'a pas entendu aussi le budget, Monsieur le Deputy Speaker, pour élaborer un protocole national relatif au heavy and torrential rain qui sera applicable à tous les travailleurs qui n'exercent pas dans les emergency services. Dorénavant, il n'y aura plus de discrimination entre les travailleurs du secteur privé et des fonctionnaires en cas d'avis de pluie torrentielle, car ce gouvernement a à cœur la sécurité de tous les travailleurs, indistinctement s'ils sont des fonctionnaires ou du secteur privé. Nous avons aussi passé plusieurs régulations pour améliorer la sécurité et la santé au travail. La sécurité de nos éboueurs a été renforcée afin de leur garantir un environnement de travail sûr, présentant un risque minimal de chute ou de contamination par déchets, ce qui est très important vu les cas de leptospirose. Les éboueurs ne devront plus voyager dans des véhicules qui transportent les déchets, à moins qu'il y ait une cabine spéciale à cet égard. Avec l'aide du Bureau international du travail, nous travaillons sur des guidelines pour assurer la santé mentale des travailleurs. Auparavant, les officiers de Rodrigue n'étaient ni consultés ni impliqués dans le processus décisionnel et je suis heureux d'annoncer que les Occupation Health and Safety Officers de Rodrigue ont été nommés membres de l'Advisory Council for Occupation Safety and Health. En ce qui concerne l'emploi, selon les chiffres publiés par Statistics Mauritius, le mois dernier, le taux de chômage est passé de 6% à 5,7%. Mais en vérité, Monsieur le Deputy Speaker, la majorité des personnes qui s'inscrivent à nos bureaux d'emploi à travers l'île ont déjà un emploi et ils sont à la recherche d'un meilleur emploi. Ils sont surtout intéressés à travailler au gouvernement ou dans une collectivité locale. Par contre, le taux de chômage parmi les jeunes entre 16 et 24 ans reste relativement élevé à 18,4%. La cause principale de ce taux élevé de demandeurs d'emploi parmi les jeunes est le skills mismatch. Les emplois disponibles ne correspondent pas aux attentes et formations des jeunes. Je salue donc les nombreuses mesures annoncées dans le budget pour remédier à la pénurie de main-d'œuvre, combler le skills mismatch à travers des formations et préparer notre main-d'œuvre aux emplois de demain. Au niveau de mon ministère, un système d'information sur le marché du travail et une plateforme de mise en relation entre l'offre et la demande d'emploi basée sur l'intelligence artificielle sont en cours de développement en collaboration avec les pays amis. Concernant les travailleurs étrangers, la plupart des recommandations du comité interministériel que j'ai présidé sont déjà implémentées et le comité siégera à nouveau pour évaluer la situation. Pour remédier aux pénuries de main-d'œuvre dans tous les secteurs de l'économie, nous avons simplifié les procédures pour le recrutement et le transfert des travailleurs étrangers. Entre novembre 2024 et mai 2026, près de 55 000 permis de travail et certificats d'exemption ont été délivrés. Le Permission in Principle et les quotas ont été supprimés, mais le demandeur de permis doit démontrer son incapacité de recruter localement. L'embauche des travailleurs mauriciens demeure notre priorité. Les permis de travail sont désormais entièrement traités via le National E-Licensing System et des permis de travail numériques sont délivrés. Nous avons aussi commencé à livrer des cartes personnalisées avec un QR code aux travailleurs étrangers afin de mieux contrôler les travailleurs étrangers en situation d'égalité. En outre, pour garantir un recrutement
éthique, le Private Recruitment Agency Regulation 2025, a été aligné sur les normes de recrutement éthique reconnues au niveau international. Toujours dans le cadre de la main-d'œuvre étrangère, nous avons récemment adopté the Occupational Safety and Health Centralized Lodging Accommodation Regulation. Cette mesure viendra en aide aux entreprises et particuliers qui pourront louer une chambre pour héberger un travailleur migrant plutôt qu'une maison entière, et cela permettra également d'éviter la prolifération d'hébergements dans les zones résidentielles. Monsieur le Deputy Speaker, avant de conclure, je voudrais juste commenter sur l'attitude du leader de l'opposition concernant l'intelligence artificielle. C'est clair, pendant 10 ans, son gouvernement, le gouvernement précédent, n'a pas cru dans l'intelligence artificielle. Parce que pour eux, un ordinateur va s'exploser si vous y insérez l'intelligence artificielle. Okay? Nous, au niveau de ce gouvernement, on croit dans l'intelligence artificielle, on croit dans la formation de nos jeunes, on croit dans les opportunités qui seront présentées à nous dans le cadre de l'émergence de l'intelligence artificielle. Et oui, je suis d'accord avec le leader de l'opposition qu'il faudra un investissement dans les infrastructures, il faudra plus d'énergie. Mais c'est un défi qu'on est prêt à relever si cela permettrait d'avoir une croissance plus accrue de l'économie et surtout donner un emploi à fort taux, à fort salaire à nos jeunes. Monsieur Deputy Speaker, Sir, le leader de l'opposition a terminé son intervention avec un extrait de Cholet. Terapia Hoga Kalia. Qu'adviendra-t-il de toi, Kalia? Je répondrai par une citation d'Allama Iqbal. Wohi hota hai jo khuda ko manzour hota. Ce qui s'adviendra, c'est ce que Dieu décide, ça va se passer. Mais par contre, monsieur le leader de l'opposition, qu'est-ce qui va arriver à tous vos collègues qui font la queue de la Financial Crime Commission après avoir dévalisé les deniers publics? Merci.